Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue à ce huitième séminaire du programme Leadership et responsabilité collective de l'École des technologies supérieures. Nous en sommes déjà maintenant à aborder ce que nous allons appeler l'après-Covid, après avoir réfléchi depuis quelques semaines sur la nature du Covid elle-même, explorée sous divers aspects, diverses disciplines. Alors, nous allons donc amorcer cet après-midi cette réflexion en commençant encore une fois par l'économie. Nous aurons pour nous aider Madame Marie-Pierre Isabelle, qui est professeure d'économie à l'Université Laval et qui explore de nouvelles recherches, des directions qui sont assez à l'avant-garde. Je pense à l'étude des interactions entre les prédispositions socio-économiques et les facteurs génétiques. Je ne me trompe pas, Madame Isabelle? Exactement, oui, en santé mentale. Oui, et puis aussi l'étude des problèmes de réinsertion sociale, appuyée sur l'intelligence artificielle. La vôtre ne suffisait pas, c'est ça? C'est toujours mieux d'aller vers Oui, l'intelligence artificielle plutôt que la oui. mienne. Euh, vos travaux couvrent un champ qui est très varié, l'économie de la santé, les inégalités, l'économie du travail, la microéconomie appliquée et peut-être quelques autres. Vous avez été déjà, euh, vous avez déjà eu l'honneur de recevoir des distinctions prestigieuses, la médaille du gouverneur général, celle du lieutenant-gouverneur même, on avait oublié qu'il existait celui-là. Euh, il vous manque une médaille de la reine, mais ça viendra bientôt, je suppose. Alors, vous serez accompagné aujourd'hui de M. Arthur Silve, qui est également professeur d'économie à l'Université Laval et qui est diplômé de l'École des hautes études en sciences sociales. Ça me fait plaisir de voir ça parce que c'est là que j'ai fait moi aussi mon doctorat. Euh, et Mais tout donc, bas à ah oui. volo. Maintenant, ils recrutent n'importe qui. Oui, après vous, après vous. Mais vous avez été aussi fellow du Weatherhead Center à Harvard, là où j'ai travaillé un an également. Vous voyez, nous avons des itinéraires parallèles. C'est après nous que ça s'est dégradé, hein, c'est ça. Euh, vous avez été expert auprès de la Commission européenne. Vous travaillez sur des problèmes liés à l'innovation, au développement économique, aux migrations et d'autres sujets. Et votre thèse également a été couronnée, si j'ai bien vu, contrairement à la mienne, qui est passée complètement inaperçue. Je comprends toujours pas comment ça s'est fait. Mais bah, vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je vous dis. Bien, alors, Madame Isabelle, à vous la parole. Super. Ben, merci infiniment d'abord de nous recevoir. Je vais parler en mon nom et probablement celui d'Arthur aussi pour dire que ça nous fait très, très plaisir de pouvoir réfléchir à un sujet aussi important que celui-là, en fait, avec des gens d'horizons aussi variés. Et puis, on espère que ce sera une conversation, en fait, enrichissante tant de notre côté que du vôtre. Donc, en fait, on est ici cet après-midi pour vous parler un peu de l'après-COVID ou pour planifier ou réfléchir à ce que l'après-COVID pouvait être. En fait, quand on a reçu l'invitation pour venir parler de ce sujet-là, en mai dernier, je pense, ou en avril dernier, en acceptant, moi, j'avais vraiment l'impression qu'on allait décrire l'après-COVID et non pas le prédire. Force est de constater que l'après-COVID semble encore un peu devant nous. Mais ce qu'Arthur et moi, on va faire avec vous cet après-midi, c'est un peu mobiliser le cadre de pensée qu'on a comme économiste, les outils qu'on a pour essayer de réfléchir justement à comment se préparer le mieux possible à l'après-COVID, mais surtout à quoi réfléchir qui pourrait facilement, on pense, passer sous le tapis. Et un petit peu m'assurer que voilà. Et ce qu'on aimerait faire en fait avec vous, c'est réfléchir comment un monde post-COVID ou pourrait être ou devrait être un monde qu'on va appeler post-moyenne. Et on est des économistes, on aime ça réfléchir aux moyennes, aux médianes, aux distributions. Et donc, on vous invite à le faire avec nous là, pour la prochaine heure. Mais ce qu'on entend en fait par post-moyenne, c'est la chose suivante. En fait, comme société,
comme citoyen, comme individu même, on est habitué de réfléchir aux notions de risque, aux notions de bien-être, aux notions de performance. On est habitué de prévoir et prédire les choses, souvent en se rattachant à des outils qui vont être liés à la moyenne. On va penser par exemple à la probabilité qu'un événement X, une pandémie par exemple, survienne. Pour comprendre le bien-être d'une population, on va se mettre à regarder des indicateurs comme l'évolution du taux de chômage, par exemple. On va essayer aussi de comprendre comment se portent nos sociétés, comment se portent les individus, en regardant des mesures comme le PIB per capita. Et toutes ces mesures-là, en fait, ce sont des taux, ce sont des proportions, ce sont des moyennes. Euh, Ce sont évidemment des indicateurs qui sont utiles quand on veut avoir une idée globale, générale de l'état du monde, quand on veut un peu situer, à savoir est-ce qu'on va mieux ou moins bien qu'avant, mais ça demeure un seul moment de la distribution, c'est-à-dire celui du nombre de personnes qui partagent un état sur le nombre de personnes en général dans la population, le risque qu'un événement se présente, etc., etc. Bien que ce soit un concept qui est utile pour avoir donc une idée globale de ce qui arrive ou de ce qui pourrait arriver, ce n'est pas un concept, la moyenne, qui est particulièrement utile pour permettre de se préparer ou de se relever d'événements qu'on va appeler extrêmes. Comme événement extrême, vous pouvez penser à une tornade, par exemple, vous pouvez penser à un glissement de terrain qui n'était pas prévisible, ou vous pouvez penser évidemment à une pandémie comme celle de la COVID-19. Donc, on est habitué de travailler avec des indicateurs moyens pour s'évaluer, pour prédire, mais ce que les moyennes cachent, entre autres, ce sont deux choses. D'une part, la volatilité accrue qui caractérise nos sociétés. Que ce soit que vous pensiez, par exemple, aux marchés financiers qui sont de plus en plus volatiles, au marché du travail qui est en constante transformation, qui évolue souvent plus vite que ce qu'on est capable de prédire. Vous pouvez penser également aux inégalités économiques qui s'accentuent. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle le deuxième moment d'une distribution qui va au-delà de la moyenne pour comprendre un peu comment les choses dévient de cette moyenne-là ou comment les choses vont évoluer autour de cette moyenne-là. Et c'est un concept, évidemment, que la moyenne n'est pas capable de saisir. L'autre chose que les moyennes cachent, qui peut être fort utile quand on pense à se préparer ou à se relever d'une crise, ce sont les risques qui sont associés à des événements rares, mais d'ampleur disproportionnée. Et là encore, on peut penser, comme je le disais tout à l'heure, à des catastrophes naturelles, à une pandémie, mais ce sont des risques qui souvent sont très peu représentés dans une moyenne ou dont la moyenne se soucie peu parce que ce sont des événements qui sont tellement rares, bien que dévastateurs, qu'on a tendance à les balayer un peu sous le tapis. Sauf, évidemment, quand on est en train d'en vivre un, ce qui est le cas avec la plupart des sociétés dans le monde depuis mars 2020. Et donc, ce que la COVID-19 a fait, ou ce qu'elle est en train de faire pour beaucoup, c'est de nous rappeler de façon assez brutale, en fait, que la réalité va au-delà des moyennes. Et que nos modèles, les modèles qu'on utilise pour générer des réponses à des crises, les modèles qu'on utilise pour comprendre des crises, les modèles qu'on utilise pour prédire des crises, ce sont des modèles qui gèrent très bien les moyennes, qui sont basés sur les moyennes, en fait, la plupart du temps, qui gèrent de mieux en mieux les variances, hein, qu'on comprend de mieux en mieux pourquoi c'est important de se soucier, par exemple, des inégalités, puis on a des outils de plus en plus puissants pour le faire, mais c'est encore très peu le cas pour ce qui est de la gestion des risques ou des événements extrêmes. Alors, à moi de prendre la parole, et je réitère le fait que ça nous fait extrêmement plaisir d'être là avec vous et qu'on espère que ça va susciter une discussion intéressante. Et pour commencer, je partage avec vous une infographie que j'aimerais dire que j'aime beaucoup, mais au contraire, elle est détestable, cette infographie, elle est juste magnifique. En première page du New York Times, il y a quelques mois, à propos donc des pertes d'emploi aux États-Unis chaque mois depuis 1946. Et vous voyez sur la diapositive qui est devant vous que chaque petite barre orange et chaque petite barre grise en haut correspond à une création d'emploi tel mois ou une perte d'emploi ce mois-ci depuis 1946 jusqu'à 2020. Et vous voyez que la dernière barre est un petit peu hors de proportion avec le reste de la courbe. Ce mois-ci, donc au mois d'avril 2020, on a perdu 20 millions d'emplois aux États-Unis et c'est quelque chose qui correspond à peu près à 30 fois le maximum précédent sur les 70 dernières années. Donc on est clairement dans un événement qu'on va vouloir décrire comme un événement extrême. Et en fait, on a un outillage en économie, et généralement pour la prise de décision politique, qui est très, très mal, on est très, très mal outillé pour prédire ces événements externes. La plupart de nos modèles
sont fondées sur l'idée d'une distribution normale. Pourquoi? Parce que c'est une distribution qui est très simple et qu'on sait utiliser, sur laquelle on sait faire des mathématiques, y compris assez compliquées, et qui donc, stratégie du lampadaire, on regarde là où il y a de la lumière, on regarde là où il y a notre distribution normale, et on oublie que la distribution normale ne permet pas forcément de décrire la réalité de manière optimale. Donc, je vous donne quelques chiffres parce que c'est le genre de choses qu'on n'a pas forcément en tête. J'ai dû les recalculer moi-même pour aujourd'hui. Une loi normale va prédire qu'un événement un peu extrême, pas complètement extrême, pas 30 fois le maximum précédent, mais 6 fois, par exemple, un écart type normal va arriver selon une loi normale avec une probabilité de 0,000000002% du temps. Autrement dit, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera pas de notre vivant, ça n'arrivera pas du vivant des 50 prochaines générations. Donc, c'est quelque chose dont on peut considérer qu'il n'arrivera jamais. C'est un événement qui ne peut pas arriver si jamais on est effectivement gouverné par une loi qui est une loi normale. En revanche, si on regarde un autre type de loi de distribution des événements et qu'on regarde donc un autre modèle du monde, une loi puissance avec une calibration qui va être comparable à notre loi normale pour la variance, pour la moyenne, va nous donner un événement extrême avec 6 écarts types qui va arriver 0,4% du temps, c'est-à-dire largement au moins une fois de notre vivant et peut-être même plusieurs fois. Donc 0,4% du temps, ça n'est pas si rare que ça lorsqu'on regarde à l'échelle de mois. Au bout de quelques années, cet événement va avoir lieu. Donc vous voyez que si jamais on se contente de décrire le monde par une loi normale, on va être très rapidement limité dans notre compréhension que certains événements peuvent arriver avec une probabilité beaucoup plus grande que ce qu'on soupçonne, beaucoup plus grande que ce qu'on modélise. Et donc ça, c'est notre définition d'un événement extrême. Alors, on a plusieurs événements extrêmes en tête, sans même forcément le savoir, mais je vais vous en donner quelques exemples pour qu'on puisse avoir la même définition. Donc, habituellement, les événements extrêmes, on les associe surtout aux crises financières. Donc, vous pensez par exemple au Mardi Noir, le crash de 1929, qui est une crise qui n'était pas forcément prévue et qui a consisté à un effondrement des cours boursiers de plusieurs fois l'écart type autour de la moyenne. Donc ça, c'était une catastrophe. Ça a été considéré comme un événement extrême. Lundi noir en 1987, de nouveau effondrement de Wall Street, probablement causé par la crise pétrolière ce jour-ci. Donc là aussi, on a un événement extrême. Il y en a plein d'autres. Et si vous y pensez, il y en a un que j'aimerais mentionner en particulier, qui est peut-être un peu moins connu. C'est la faillite d'un fonds d'investissement qui s'appelle Long Term Capital Management, qui était un petit peu fancy à l'époque parce que c'était un fonds qui était géré par 3 personnes, dont 2 prix Nobel d'économie, qui pariaient qu'ils étaient capables de prédire l'évolution d'un cours et qui n'ont pas été capables de le prédire, si bien que ce fonds d'investissement, qui était endetté pour un montant absolument considérable d'à peu près 120 milliards de dollars, s'est retrouvé dans le rouge. Possiblement, ça allait entraîner derrière un risque de faillite d'un certain nombre d'entités de Wall Street, parmi les plus grosses banques aussi, et donc une catastrophe en chaîne, ce qu'on appelle le risque systémique, c'est-à-dire que l'effondrement de LTCM entraînerait derrière lui l'effondrement de beaucoup d'autres entreprises financières. Donc une catastrophe systémique, et ça, ce serait quelque chose qui relèverait là aussi de l'événement extrême. Vous connaissez tous la crise de 2007-2008, évidemment, ça relève aussi des événements extrêmes et ça, c'est quelque chose qui rentre totalement dans notre définition. Alors, j'aimerais, typiquement, puisqu'aujourd'hui on parle d'une pandémie, élargir un peu cette définition qui n'est pas que financière. Les événements extrêmes, c'est avant tout et surtout des événements naturels. Alors, on pourrait penser au plus extrême de tous les événements. Imaginons qu'une météorite s'écrase sur la Terre demain. On ne pourrait pas y faire grand-chose. Est-ce que ça sert beaucoup d'y réfléchir aujourd'hui? Pas forcément. En attendant, il y a d'autres événements extrêmes qui risquent d'avoir un impact très important sur notre mode de vie et que donc il faut qu'on prenne en compte. Donc je mentionne les tempêtes qui se multiplient depuis quelques années, les phénomènes El Niño en particulier. Le sud des États-Unis est ravagé de façon régulière par les tempêtes de plus en plus puissantes. Les inondations qui risquent de menacer les équilibres géopolitiques, en particulier en Asie du Sud. Les tremblements de terre, on s'attend toujours à ce qu'il y ait un tremblement de terre considérable qui viennent affecter toute la côte nord-est de l'Amérique du Nord
dans un avenir qui est très difficile à prédire, mais qui s'apparentera à un événement extrême là aussi. De manière beaucoup plus prévisible, on assiste actuellement à une perte très importante de biodiversité. Pourquoi cette perte de biodiversité? Probablement pour une combinaison de facteurs, mais c'est une perte de biodiversité qui s'entraîne elle-même. Donc là, il y a un effet cascade. La perte de certaines espèces va entraîner la perte de nouvelles espèces. Jusqu'à un moment donné, on va avoir une extinction de masse et on va perdre une proportion significative de l'ensemble des espèces de la planète. Autre événement extrême, le réchauffement climatique, qui risque d'avoir des impacts en chaîne sur la société. Et enfin, celui qui nous intéresse aujourd'hui, j'essaie de passer rapidement sur chacun, mais vous comprenez qu'on pourrait passer des heures sur chacun d'entre eux. Il y a un bébé dans l'appartement, je vous prie de m'excuser. Les pandémies, et en particulier celles qui nous intéressent aujourd'hui. Vous êtes aux prises avec un événement extrême, là. Non, ça va, c'est un événement classique, en l'occurrence. C'est un événement de tous les jours. Vous êtes dans la moyenne. C'est ça. Donc, la pandémie qui, elle, fonctionne par un effet de contagion. Et le problème de la pandémie, ce n'est pas qu'une personne individuelle soit malade, c'est que cette personne malade peut entraîner que 2 autres personnes vont l'être, et puis ensuite que 4 personnes vont l'être, puis que 8 personnes vont l'être. Donc, il y a un effet de contagion qui est quelque chose qui va être possiblement extrêmement problématique et qui explique pourquoi on doit aborder avec un cadre de réflexion extrêmement différent le nombre de morts, par exemple, liés à une pandémie et le nombre de morts liés au cancer ou le nombre de morts liés aux accidents de la route ou aux accidents d'aviation. Ça peut même être comparable, mais les conséquences ne sont pas les mêmes. Alors, est-ce que la Covid-19 est un événement extrême? Alors, oui, c'est un événement extrême à notre échelle. Est-ce que c'est l'événement le plus extrême qu'on doive imaginer? Non, selon l'OMS, non, selon les organismes qui pensent aux pandémies en particulier, qui pensent que dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, on pourrait assez facilement être confronté à des événements qui seront d'une ampleur encore bien supérieure à celle de la pandémie. Il suffirait pour cela que le virus qu'on considère soit plus mortel que le virus de la Covid-19, qui était très contagieux, mais somme toute assez peu mortel par rapport à d'autres épidémies qui pourraient arriver. Donc, on va se poser une question aujourd'hui avec vous qui est: est-ce que l'important pour les gouvernements, est-ce que l'important pour les politiques économiques, c'est de lisser le cycle économique, c'est d'absorber les chocs qui arrivent tous les jours, ou est-ce que l'important, ce serait potentiellement de nous préparer en tant que société à un risque qui serait potentiellement existentiel et qui menacerait même possiblement l'existence même de l'humanité sur cette terre? Donc, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est une espèce de réflexion qui est un peu hypothétique sur l'idée d'une évolution de notre fonctionnement qui est basée sur la gestion des affaires courantes, en gros, vers l'idée d'une gestion des événements extrêmes et donc de la résilience des sociétés. Alors, pour ce qui concerne plus particulièrement les pandémies, on vous invite plus tard, pas forcément aujourd'hui, à vous renseigner sur le cadre de pensée One Health qui essaye d'intégrer un petit peu toute cette approche-là, donc la biodiversité, les pandémies, les épizooties, etc., dans un cadre unique. Donc, en gros, la question qu'on se pose, comme le disait Arthur, c'est un peu comment est-ce qu'on bascule dans un monde post-moyenne? On est habitué de gérer en utilisant ces outils qui se basent sur la moyenne, parfois sur la variance, mais comment est-ce qu'on fait pour basculer comme citoyen, comme gouvernement, dans un monde qui va au-delà de la moyenne? Et ce qu'on va faire, c'est réfléchir aux distributions parce que c'est important pour 2 raisons. La première, c'est que ça nous permet vraiment mieux de comprendre les effets de la pandémie sur nous et aussi sur les autres, d'utiliser ces outils-là qui vont nous amener au-delà de la moyenne. Et dans un deuxième temps, c'est que c'est aussi, on pense, assez clé pour planifier pour planifier une reprise, qui va être durable, mais aussi inclusive. Et là, j'en profite pour vous dire que moi, je suis dans un événement extrême en ce moment. Mon bébé dort. J'imagine qu'on va rebasculer vers la moyenne. Donc, ne sursautez pas si vous entendez un nouveau type de cri, ce sera de mon côté. Et pour en revenir à nos moutons, pour réfléchir à comment justement on bascule dans un monde post-moyenne, on va se pencher sur 5 exemples qui évidemment ne sont pas l'ensemble exhaustif des sphères desquelles on doit se soucier, mais on n'a qu'une heure avec vous cet après-midi, donc on va passer rapidement sur des aspects qui sont liés d'une part au marché du travail, ensuite au système de santé, aux finances publiques, à la croissance durable et, si on a le temps, ce que j'espère, à la consommation et la production locale versus globale. Donc, commençons par le marché du travail.
Évidemment, on a tous vécu la COVID au cours des 11 derniers mois. Ce que je vais commencer par vous dire ne vous surprendra probablement pas, mais le marché du travail a beaucoup souffert de l'événement extrême qui est la pandémie, pour 2 types de raisons par ailleurs. Le premier, c'est qu'évidemment, on a mis au Québec, comme dans beaucoup de sociétés ailleurs sur la planète, notre économie sur pause. Dans le but de freiner la contagion, on a demandé aux entreprises de fermer de façon temporaire, à plus ou moins long terme, dépendamment de la juridiction qu'on regarde. On a demandé aux gens de rester à la maison, appelez-le des lockdown orders, stay in place order, un confinement. Ça a été là, implanté un peu partout sur la planète. Et donc ça, ce sont des façons institutionnelles, si on veut, ou réglementaires par lesquelles le marché du travail a été particulièrement affecté par la pandémie. Par contre, il y a de plus en plus de recherches qui sortent et qui démontrent que même en l'absence de ce type de mesures-là, le marché du travail aurait probablement souffert pas mal de la pandémie parce qu'évidemment, le risque de contracter le virus, le risque de le propager à d'autres, aurait généré un changement de comportement de la part des individus qui seraient probablement restés un peu plus à la maison que ce serait le cas normalement, même sans la mise en place de mesures de confinement, etc. Donc, on a ces deux forces-là, certaines qui sont très contraintes dans le temps, c'est-à-dire le confinement, la fermeture, la mise sur pause de l'économie. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, mais on sait au moins quand c'est fini. L'autre est un peu plus subtil, c'est-à-dire que le changement des préférences des individus, le changement de leur intention de sortir de leur domicile à une fréquence qui est plus ou moins grande, c'est dur de prévoir quand ça va être terminé, mais aussi c'est dur de comprendre quand les gens vont être complètement revenus à leurs habitudes d'antan. Bref, ces deux types de changements de comportement-là, les plus institutionnels, les plus naturels, si on veut, ont mené évidemment à des pertes d'emplois sur le marché du travail, à une hausse du taux de chômage, dans beaucoup de cas à une baisse des heures travaillées dans une série d'industries. Et le corollaire de tout ça, c'est qu'il y a évidemment eu une diminution des revenus de travail pour un très, très grand nombre d'individus sur le marché du travail. L'impact de la pandémie à cet égard-là a été global, mais évidemment, il a été très hétérogène. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux d'impact qui ont été vécus par différents groupes de citoyens. Le premier niveau, ou les premiers niveaux auxquels on va penser quand on réfléchit un peu aux impacts hétérogènes de la COVID sur le marché du travail, c'est probablement celui des industries. C'est-à-dire que quelqu'un comme moi, qui est professeur d'université, a travaillé autant, sinon plus, en pandémie que je le faisais avant. J'ai la chance, j'ai le privilège d'être capable de faire du télétravail de la maison, d'avoir un travail qui est assez dématérialisé, donc c'est facile pour moi de le faire dans n'importe quel environnement. Mes étudiants sont toujours là, pris à la maison dans la plupart des cas, et donc ça n'a pas beaucoup affecté mon travail à moi. Par contre, si je regarde les gens autour de moi qui sont employés, par exemple, dans l'industrie de la restauration, de l'hôtellerie, etc., ce sont parmi les personnes qui ont vécu les impacts de la pandémie sur le marché du travail d'un point de vue beaucoup plus intense et j'aimerais dire probablement beaucoup plus durable aussi. Il y a évidemment donc les différences par industrie. Il y a de plus en plus de recherches qui est publiée qui suggèrent également que les personnes qui étaient ex ante plus vulnérables, que ce soit du point de vue d'exclusion sociale, du point de vue de leurs revenus, de leur niveau de revenu, que ce soit du point de vue de leur santé également, ont également vécu, par exemple, des impacts sur le marché du travail qui sont beaucoup plus intenses que ceux que d'autres personnes qui ont moins de vulnérabilité de base ont pu vivre. La bonne nouvelle, celle qu'on nous donne depuis maintenant là, quelques mois, c'est que les symptômes semblent s'effacer peu à peu. Au Québec, si on regarde en décembre 2020, par exemple, le nombre d'emplois correspondait à 97 % du nombre d'emplois qui existaient, qui étaient occupés en décembre 2019. Donc, 3 % de perte, c'est non négligeable, c'est beaucoup de gens qui perdent leur emploi, mais on pourrait regarder cet indicateur-là en se disant « ben, ça va pas si mal finalement, on se reprend bien ». Mais rappelez-vous, ce taux-là, c'est une moyenne. Et donc, c'est probablement pas l'outil qui nous permet le mieux de comprendre les ravages que la pandémie a sur le marché du travail. Même chose pour le taux de chômage. Par ailleurs, le taux de chômage qui est revenu à un niveau qui est à peu près similaire au début des années 2010, ou à la première moitié des années 2010. On pourrait dire que c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde.
Et donc, si l'emploi a haussé dans la deuxième moitié de 2020 avec la reprise de certains secteurs de l'économie, que ce soit pour des raisons, comme je le disais tout à l'heure, institutionnelles ou des raisons qui émergent davantage de la volonté des individus de se remettre à faire certaines activités qu'ils avaient pu mettre en veilleuse au cours de la première moitié de 2020, les inégalités, elles, continuent d'augmenter. Et ça, c'est parce que justement, le taux moyen de reprise n'est pas distribué également à travers tous les groupes de la population. Comme au pire de la crise, les individus qui sont le plus affectés, même en période de reprise, même lors de la deuxième moitié de 2020, ce sont ceux qui souvent avaient des niveaux de vulnérabilité qui étaient plus élevés avant même que la COVID se déploie. Les jeunes, les minorités, les travailleurs à faible salaire, les travailleurs en fin de carrière aussi, etc. Ce sont toutes des personnes pour qui le taux de reprise d'emploi depuis la deuxième moitié de 2020 ne veut pas dire grand-chose parce qu'ils ne la vivent pas et ne sont pas concernés par cet indicateur-là. Ce qui est aussi super intéressant quand on pense à la hausse des inégalités, même en période de reprise post-pire de la deuxième vague, disons-le comme ça, c'est que quand on regarde du côté des États-Unis, par exemple, il y a énormément de données qui sont recueillies sur les mouvements des individus, notamment à travers des données cellulaires, etc. On se rend compte que pour les gens qui travaillent notamment dans le commerce de détail, qui sont souvent des plus petits salariés comparativement au reste de la distribution de revenus, que ce soit aux États-Unis ou au Canada par ailleurs, ce sont les travailleurs qui ont des faibles revenus, mais qui habitent dans des quartiers où les revenus sont plus aisés, qui bénéficient le moins, en fait, de la reprise depuis la deuxième moitié de 2020. Donc, tout ça, ce ne sont que des exemples pour vous montrer que, bien que l'indicateur moyen soit en train de s'améliorer, les inégalités et les extrêmes de la distribution sont eux aussi en train de s'éloigner les uns des autres en période de reprise. Ici, je fais juste vous montrer, là, parce que moi, c'est un graphique qui m'attriste énormément, mais qui me frappe également. On a là ici jusqu'au 30 septembre 2020, une image en fait de l'évolution des taux d'emploi, mais qui sont divisés par quartile des salaires des gens au début de la pandémie. Donc, en mauve, vous avez les gens les plus pauvres aux États-Unis et en vert, ici, vous avez les gens qui étaient au début de la pandémie les plus riches. Et ce qu'on voit, c'est que les plus riches ont d'une part tout le monde a vécu les contre-coups de la COVID sur le marché du travail, mais l'impact a été beaucoup plus faible à court terme et au pire de la crise sur les plus riches, et eux sont presque revenus à leur niveau de départ. Alors que si on regarde les plus pauvres, on est vraiment dans une autre situation. Quand on regarde la moyenne, évidemment, elle n'est pas représentative de ce que les gens en bas de la distribution vont vivre. Maintenant, est-ce que tout ça, ça risque de continuer dans le futur? L'avenir nous le dira, évidemment, mais il y a déjà quelques indicateurs qui peuvent nous donner des signaux sur ce qui risque de se passer à long terme pour les gens qui ne sont pas représentés par les indicateurs moyens que je viens de vous présenter. Et je vais juste vous en présenter un ici. Ça, c'est une étude qui a été menée par la firme McKinsey il y a quelques mois déjà, qui demandait aux gens, en fait, comment ils avaient modifié leurs habitudes de consommation pendant la période de la COVID. On voit que 57% des répondants avaient indiqué avoir changé de méthode de magasinage. Et je vous montre cet indicateur-là parce que tout à l'heure, on a parlé de l'industrie touristique, de l'industrie de l'hôtellerie, par exemple, qui ont beaucoup souffert de la COVID d'un point de vue de performance du marché du travail. Mais c'est également le cas, évidemment, pour les gens qui travaillent dans le commerce de détail, puisque les magasins ont été fermés pendant d'assez longues périodes. Donc, on voit que 57% des répondants canadiens à ce sondage-là ont dit qu'ils avaient, pendant la pandémie, changé leur méthode de magasinage. Mais 70% ont indiqué qu'ils comptaient continuer, du moins à moyen terme, à utiliser ces nouvelles méthodes-là. Et là, vous pouvez penser à toutes les plateformes d'achat en ligne qui peuvent être directement reliées au commerce de détail ou qui peuvent être par le biais d'intermédiaires, mais reste que d'administrer un site web et d'envoyer des commandes, souvent, ça nécessite moins d'employés que d'avoir une série de succursales ouvertes. Et donc, on peut s'attendre à ce que certaines transformations sur le marché du travail perdurent au moins à moyen terme parce que les gens, justement, vont avoir changé leur comportement au-delà des mises des consignes qui sont émises par les gouvernements. C'est un constat que le premier ministre a d'ailleurs fait le 8 juin dernier. Il avait dit « Even with the economy reopening, we know that there are many jobs that aren't going to be back in the short term. » On sait qu'il y a plusieurs emplois qui, à court terme, ne reviendront pas, ne se relèveront pas, en fait, des contre-coups de la COVID. Et à moyen terme, il semble que ce soit le cas également.
À court terme, des politiques comme la PCU, par exemple, peuvent aider. Mais à moyen terme, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une reprise qui est inégale, d'avoir certains secteurs où l'événement extrême va avoir des impacts qui durent et d'autres qui ne durent pas? Ça peut vouloir dire plusieurs choses pour les individus et malheureusement, ce ne sont pas des choses qui sont particulièrement reluisantes. D'une part, la recherche en économique suggère que de perdre son emploi en cours de carrière et dans une mesure encore plus importante lors d'une crise économique comme celle qu'on a vécue à cause de la pandémie, ça peut avoir des effets à long terme qui sont permanents sur la croissance des revenus de cet individu-là et sur la probabilité aussi de se retrouver un emploi plus tard. Donc, à long terme, on continue de souffrir même lorsque la crise économique est terminée. Il y a aussi des effets à long terme qui ont été documentés pour les gens qui diplôment lors d'une pandémie ou lors d'une crise économique, c'est-à-dire que d'obtenir son diplôme lorsque l'économie va mal, souvent ça a des répercussions à long terme sur le cheminement de carrière des individus. À compétence égale, par ailleurs. Ce n'est pas parce que ces individus-là ont un diplôme qu'ils vont moins, ce n'est pas parce qu'ils ont moins appris, c'est juste parce qu'ils n'ont pas été chanceux, ils ont gradué, ils ont diplômé pendant un événement extrême. Évidemment, ça peut avoir des changements. Les changements qu'on est en train d'observer sur le marché du travail peuvent se transformer en changements structurels sur la composition industrielle des économies. Et là encore, ça veut dire, c'est une très mauvaise nouvelle pour les gens qui sont dans les secteurs qui ne se régénéreront pas post-pandémie. Qu'est-ce que ça veut dire pour la requalification des travailleurs dont les emplois sont détruits, par exemple? Les travailleurs qui sont peut-être en fin de carrière et pour qui c'est plus dur d'aller chercher des nouvelles compétences pour se réorienter sur le marché du travail. Ce qui m'intéresse encore plus dans le cadre de la discussion qu'on a cet après-midi, c'est qu'on va continuer à faire face à des événements extrêmes. Mais les secteurs qui ont été affectés, notamment les secteurs qui sont liés à l'industrie, qui sont davantage de nature saisonnière, par exemple, ce sont les secteurs qui sont plus capables de se rebâtir le coussin pour faire face à un événement extrême qui pourrait arriver plus tôt que tard. Et évidemment, les graphiques que je vous ai montrés le suggèrent de façon assez claire, mais la distribution du poids lié à l'incertitude sur les prochains potentiels événements extrêmes qui vont arriver est beaucoup plus lourd chez les gens qui ont été fortement touchés par cette pandémie-ci. Donc, c'est comme si la pandémie avait mis ces gens-là dans une position de vulnérabilité qui est encore plus grande que celle qu'ils avaient avant. Et ils sont encore plus vulnérables à des futurs chocs parce qu'ils n'ont pas la capacité de mobiliser nécessairement les ressources pour atténuer les conséquences de tels chocs. Qu'est-ce qu'on a comme piste d'action, donc, au-delà des mauvaises nouvelles que je viens de vous balancer? D'une part, c'est important de réfléchir au type de soutien qu'on veut mettre sur pied pendant la reprise, mais également post-reprise pour se préparer à la prochaine crise. Une question qui se pose et qui est très importante, c'est est-ce qu'on devrait davantage viser le soutien aux entreprises ou le soutien aux employés en temps de crise, mais aussi entre les crises. Et un des facteurs qui est important de considérer ici, c'est l'importance du lien d'emploi entre l'employé et l'employeur qui suggère qu'on devrait garder nos yeux ouverts pour réfléchir aux façons de soutenir les employeurs pour qu'ils gardent les emplois actifs ou encore qui préparent les emplois dont ils disposent à évoluer de façon à devenir résilients pour les prochaines crises. Et souvent, le soutien qu'on offre aux employés plutôt qu'aux employeurs, c'est moins efficace pour générer cette préparation-là aux prochaines crises. Évidemment, par contre, avec des mesures de soutien aux employeurs, on ne réussira pas à pallier tous les coûts dans le futur pour les gens qui sont en position de vulnérabilité, qui sont les employés. Donc, ce qui est aussi important, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut rendre les mécanismes de stabilisation du revenu, un peu comme la PCU qui a été mise sur pied à minuit moins 1 ou à minuit et quart plus tôt pendant la pandémie. Est-ce qu'il y a moyen de réfléchir à des mécanismes de stabilisation de revenus, à un filet de sécurité sociale, par exemple, qui soit à la fois plus inclusif, mais aussi plus automatique, c'est-à-dire qu'il va répondre mieux aux petits comme aux moyens chocs, sans qu'on ait besoin toujours d'aller faire des changements de législation, sans qu'on ait besoin de mettre sur pied des nouveaux systèmes. Il y a plusieurs pistes de réflexion qui existent. Il y a beaucoup de gens qui vont vous parler, par exemple, du revenu minimum garanti. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas la seule façon de réfléchir, mais que l'idée derrière, c'est-à-dire d'avoir un mécanisme d'ajustement automatique qui offre un soutien aux gens, c'est probablement pas une mauvaise idée en temps de crise, mais aussi entre les crises. Et finalement, évidemment, le rôle du système d'éducation n'est pas à négliger ici. Je vous explique, si moi j'ai à prendre une décision sur l'investissement que je vais faire en éducation à court ou à moyen terme, souvent je vais penser aux coûts et les coûts je les connais. C'est les frais de scolarité, c'est les années de revenus que je vais perdre parce que je ne travaillerai pas, je vais être aux études, etc., etc. Mais les gains,
Surtout si je suis quelqu'un qui est déjà sur le marché du travail, qui pense à continuer de me former, les gains sont beaucoup plus incertains parce que justement, je peux garder mon emploi, mais je risque de le perdre s'il y a un événement extrême. Or, le risque de cet événement extrême-là, non seulement il est faible, mais le mode de pensée dans lequel on est nous pousse souvent à les sous-estimer. Ça fait en sorte que les gains espérés de faire de la formation continue, par exemple, sont souvent plus faibles que les coûts, ou sont souvent considérés comme plus faibles par les individus qui prennent une décision que le coût d'acquérir la formation elle-même. Et donc, souvent, on a tendance, comme individu, à sous-investir en éducation, surtout si c'est pour nous protéger de potentiels chocs qui sont incertains. Et donc, l'État ici peut avoir un rôle à jouer pour essayer de mettre sur pied les incitatifs ou d'aider les gens à investir alors qu'ils auraient tendance, de façon individuelle, à moins le faire. Alors moi, j'aimerais revenir une seconde sur le concept de minuit et quart que Marie-Pierre vient de souligner, qui est une réaction à la crise qui a été très a posteriori. Donc on a vu arriver la crise et on a réagi à la crise et on a réalisé qu'on n'était pas du tout prêt à l'avance face à une crise comme ça. Alors depuis, on a entendu d'un air martial un ensemble de leaders mondiaux. Donc je vous ai cité quelques noms à l'écran qui ont tous utilisé la phrase à un moment donné dans leur discours, le whatever it takes, n'importe quoi que cela prenne, on va lutter contre les effets de cette crise. Et à mon avis, cette idée-là, on ne peut mieux résumer par Olivier Blanchard, qui est un macroéconomiste très reconnu, qui dit en substance que concrètement, les pays développés peuvent tout à fait aujourd'hui s'endetter pour contrebalancer les effets de la crise et que si jamais on n'arrive pas à résorber la crise de toute façon, la dette des pays développés sera le cadet de nos soucis face à d'autres enjeux qui seront devenus beaucoup plus graves. Donc le « whatever it takes », c'est une espèce de réponse a posteriori face à une situation qu'on n'a pas anticipée. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pays se sont aussi très largement endettés pour répondre à cette crise. Et donc, sur la diapositive suivante, je vais vous montrer la façon dont les pays se sont endettés face à l'absorption de la crise. Vous allez voir un certain nombre de pays. Marie-Pierre, si tu peux passer juste la diapositive suivante, je te remercie. Et en particulier, vous allez voir tout en haut de cette diapositive que le Canada a vu une augmentation de sa dette agrégée. Donc, vous faites la somme de la dette publique, de la dette financière et de la dette des ménages. Et vous regardez quelle est l'augmentation de cette dette pendant la crise. Au cours de l'année 2020, la dette du Canada a augmenté de 80%. Alors, certes, le Canada est un pays qui, parmi les pays de l'OCDE, parmi les pays occidentaux, est relativement peu endetté, mais ça vous dit quand même quelque chose sur le coût que cela a d'absorber une crise comme la pandémie de la Covid et que nos économies n'étaient clairement pas préparées à pouvoir absorber ce coût-là a priori. Donc, le Canada, il ressort carrément là-dedans, mais vous voyez qu'un ensemble de pays se sont très largement endettés. Donc, les marchés du travail, on passe au système de santé, ce qui est très en lien avec ce dont Arthur vient nous parler, parce que le système de santé, souvent, c'est pas un item mineur du budget d'une société. Et la première chose dont j'aimerais qu'on discute en réfléchissant au système de santé dans un monde COVID, post-COVID et post-moyenne, c'est la notion de la contamination croisée. Donc, souvent, une crise, un événement extrême, de quelque nature qu'il soit. Aujourd'hui, on parle de pandémie parce qu'on est dedans, mais ce serait aussi, les marchés du travail vont aussi souffrir d'une catastrophe qui proviendrait, par exemple, d'une catastrophe naturelle, des feux de forêt qui ont eu en Australie ou en Californie, par exemple. Évidemment, les crises financières pour des raisons plus qu'évidentes, mais souvent, un événement extrême va avoir des retombées sur le marché du travail. Et le marché du travail et les systèmes de santé sont souvent dans un système que j'aime concevoir comme un système de contamination croisée. C'est-à-dire que souvent, souvent on dit lorsque les États-Unis vont mal, le Canada tousse, mais lorsque les marchés du travail vont mal, souvent le système de santé se met à tousser. Et c'est parce que ces deux systèmes-là, souvent, le marché du travail et les systèmes de santé se nourrissent l'un l'autre, au sens où quand les gens vivent des chocs sur le marché du travail, des pertes d'emploi, des pertes de revenus, etc., un vaste ou une très riche littérature, en fait, en économique comme en sociologie, nous suggère que ça vient affecter ce qu'on appelle les déterminants sociaux ou socio-économiques de la santé,
qui fait en sorte que les personnes qui sont en proie à des chocs sur le marché du travail vont souvent ensuite voir leur santé se dépérir. Est-ce que c'est une relation corrélationnelle? Est-ce que c'est une relation causale? Le débat est ouvert. Il y a de plus en plus de recherches très, très convaincantes qui suggèrent qu'il y a potentiellement un impact causal des pertes d'emploi, des pertes de revenus sur la santé des individus, parce que ces individus vont avoir des comportements qui changent, vont avoir potentiellement moins accès à des services de santé, mais aussi par un phénomène qu'on appelle la charge allostatique. La charge allostatique, c'est l'idée que lorsqu'on est soumis à un stress répété, un stress qui peut venir de la perte de salaire, de la perte d'heures travaillées, de la perte d'un emploi tout simplement, ça cause un changement ou une élévation des taux d'hormones comme la cortisone dans le sang qui vont faire en sorte que notre système biologique se met en mode alerte ou en mode veille active et ça va venir épuiser en fait notre système et venir développer des faiblesses au point de vue du système endocrinien, du système immunitaire, etc., ce qui nous rend plus en proie à avoir des maladies physiques qui vont se développer. Et donc, c'est un des mécanismes par lesquels les crises sur le marché du travail peuvent ensuite se répercuter sur la demande et les besoins pour des soins de santé et créer une pression additionnelle sur les systèmes de santé, évidemment. Même chose pour ce qui est du changement au statut social. Donc, c'est non seulement, il y a de plus en plus de recherches qui suggèrent que c'est non seulement le niveau en termes absolus, notre niveau économique de façon absolue, mais aussi celui de façon relative qui peut venir affecter notre santé à la fois physique et mentale. Et finalement, comme je l'ai mentionné il y a quelques secondes, il y a un aspect de procyclicalité de l'accès au système de santé qui est beaucoup plus fort aux États-Unis qu'il ne l'est au Canada. Mais au Canada, on a quand même souvent une couverture d'assurance médicaments, par exemple, qui va être reliée à notre statut d'emploi. Les gens qui travaillent à temps partiel, qui travaillent peu d'heures, qui ont des emplois qui sont un peu moins, j'ai envie de dire standards, vont souvent avoir accès à une moins bonne assurance médicaments que les gens qui sont en emploi permanent dans un travail plus standard. Et donc, tout ça, ça fait aussi en sorte que des pertes d'emploi peuvent se répercuter sur la santé des individus, sur leur capacité de demeurer en santé. Et donc, c'est important quand on réfléchit à un monde post-COVID, de réfléchir aux pressions qui vont continuer de se faire sentir sur le système de santé, même lorsque le virus ne sera plus à la source d'hospitalisation supplémentaire, de contamination, de mobilisation des ressources dans le système de santé. Contamination croisée, l'un des problèmes du système de santé. Autre problème du système de santé, les inégalités d'accès aux soins. Alors, on a tendance à opposer très souvent les États-Unis comme un pays où les inégalités s'étendent à l'accès aux soins à un certain nombre d'autres pays occidentaux. Et à mon avis, pour une excellente raison, c'est que cette inégalité d'accès aux soins a des répercussions extrêmement importantes sur la capacité d'une société à absorber les événements dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire en particulier une pandémie virale et donc avec contagion. Donc ici, on a constaté quand même, il y a une très abondante littérature sur la Covid qui vous montre que les groupes les plus vulnérables dans la société face à la Covid sont les personnes les plus âgées, les femmes, les communautés marginalisées, les communautés de Premières Nations, les gens qui ont des maladies extrêmement sérieuses. Le problème, c'est que pour contrôler une pandémie, il ne faut pas simplement la contrôler dans les personnes qui sont déjà en santé, il faut la contrôler dans chaque groupe de la société. Le problème, si on ne la contrôle pas dans un groupe particulier de la société, ne serait-ce qu'un groupe qui serait tout petit, c'est que le virus continue à se propager. Tant qu'il se propage, il est susceptible de muter. Et même si on arrive à trouver demain un vaccin qui permet de traiter la souche initiale de la Covid, eh bien, on peut se retrouver dans une situation où le virus ayant muté, le vaccin qui a été inventé contre cette souche en question n'est plus efficace contre la façon dont ça a muté. Aujourd'hui, on est vraiment dans une course contre la montre pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus que très peu de transmission et que ça s'arrête le plus rapidement possible, de manière à ce que le vaccin reste efficace jusqu'à l'éradication complète de la source actuelle de la Covid. Donc, on est vraiment dans une gestion de l'urgence qui aura lieu de nouveau pour la prochaine pandémie, mais qui est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte et qui est une conséquence aussi de l'inégalité de l'accès aux soins. Alors, l'espèce de cas caricatural quand même de cette situation, ce sont les États-Unis. Aux États-Unis, comme je vous l'ai montré au début, on perd 20 millions d'emplois en avril 2020. Ces 20 millions de personnes perdent en même temps leur couverture santé.
ces 20 millions de personnes, si jamais elles se retrouvent contaminées par la Covid, vont hésiter très largement, en tout cas au début, à aller se faire soigner ou à aller déclarer qu'elles l'ont obtenu parce qu'elles savent que les soins ne leur seront pas remboursés. Donc, l'observation qu'on tire de ça, c'est que la santé publique, elle est publique. C'est un événement qu'il faut prendre en compte comme étant un choix de société. Donc, c'est vraiment très difficile d'imaginer qu'une santé privée puisse un jour suffire à tenir compte des pandémies. Tant que le virus circule dans les populations qui ne sont pas protégées, eh bien, on se retrouve dans une situation où n'importe qui reste vulnérable. Donc, le problème, il est mondial. L'illustration à votre droite, c'est l'un des logos actuels d'un mécanisme d'aide entre les États qui s'appelle COVAX et qui consiste à partager le stock de vaccins disponibles, y compris avec les pays qui, traditionnellement, auraient peut-être du mal à rentrer dans la concurrence entre les nations développées pour l'accès aux soins. Si jamais on laisse le virus se propager dans la moitié du monde, qui serait la moitié du monde la plus pauvre, eh bien, on n'arrivera jamais au bout de la pandémie de Covid. Il est important qu'il y ait une solidarité, pas seulement au Canada, pas seulement aux États-Unis, mais aussi entre les pays. Donc, comment est-ce qu'on se prépare à un monde post-COVID et post-moyenne dans le système de santé? La première piste de solution, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut briser ce caractère pro-cyclique-là entre le marché du travail et les besoins ou la capacité de se soigner d'une part. D'autre part, en prenant véritablement conscience de l'importance des inégalités socio-économiques, mais aussi des inégalités dans l'accès aux soins pour être capable de venir pallier aux lacunes que notre système a par rapport à sa capacité de gérer ces inégalités qui existent et qui se sont accentuées au cours de la pandémie. Ça, c'est une piste de solution. La deuxième, c'est de réfléchir au-delà de la capacité moyenne. Et je m'explique souvent comme planificateur, que ce soit au niveau micro chez nous ou au niveau macro de l'État, on a tendance à prévoir notre capacité de gérer les activités quotidiennes, dans le cas du système de santé, la capacité de prévoir les flots de patients, les flots de ressources, etc., en nous basant sur la moyenne et sur les déviations qui correspondent souvent là, aux écarts types ou à la variance de cette moyenne-là. Donc, on planifie gérer nos activités en fonction de ce qui est commun, de ce qui est normal. Par contre, et là, vous me voyez venir, en temps d'événements extrêmes, c'est plus très utile d'avoir planifié en termes de capacité moyenne. Et une des choses dont on se rend compte, non seulement au Québec, mais aussi partout sur la planète, c'est que la capacité de gérer les besoins, ou la capacité de pointe, la capacité de gérer les besoins en situation extrême, ça devient un phénomène dont il faut penser à tous les jours, quand ça va bien comme quand ça va mal, mais à plus forte raison quand ça va bien, parce que quand ça va mal, on n'a plus la latitude de réagir pour atteindre cette capacité de pointe-là. Et c'est là qu'on se retrouve à faire face à des problèmes comme des pénuries de masques, du délestage dans les hôpitaux parce qu'on n'a pas la capacité de prendre tout le monde, ceux qui seraient là en temps normal et ceux qui sont là à cause de la COVID. On a un réseau hospitalier qui est sous tension. On a des marchés, ce qu'on va appeler des side markets ou des marchés moins formels qui se développent pour réussir à pallier aux besoins auxquels on ne peut pas répondre à l'aide d'un système géré sur la base de la capacité moyenne. Et donc, comment notre système de santé, au-delà de réfléchir aux inégalités, au-delà de réfléchir à la procyclicalité des besoins de santé, comment on peut donc se préparer du point de vue du système de santé à des crises futures, surtout dans un univers où on sait que les prochaines pandémies risquent d'être plus fréquentes et aussi plus intenses, du moins si on en croit ce que l'OMS a à en dire, et j'aurais tendance à leur faire confiance. Eh bien, ça fait partie de la réflexion de réfléchir à cette idée-là de la capacité de pointe. Le mot-clé ici, c'est souvent... Excuse-moi, Marie-Pierre. Non, vas-y. Non, je veux dire, le mot-clé souvent, et qui est utilisé en anglais, c'est le concept donc, de surge capacity qui apparaît un peu partout dans la littérature. Et ce concept de surge capacity est donc une espèce d'approche différente qui est fondée non sur l'optimisation du système de soins
en période normale, mais de la capacité à absorber justement un épisode qui soit extraordinaire. Donc, avoir un système vers lequel on puisse réallouer des ressources de manière rapide, de manière à répondre à un besoin. Et cette réallocation va devenir de plus en plus nécessaire. Là, on partage avec vous une référence vers un rapport d'un bureau des Nations Unies sur la biodiversité et les pandémies, et qui dit en gros qu'il faut s'attendre, compte tenu de la façon dont on traite la nature aujourd'hui et dont on a des liens de plus en plus compliqués avec les élevages animaux, à ce qu'il y ait une multiplication du nombre de transmissions de virus de l'animal à l'homme. Donc actuellement, on estime qu'il y a à peu près 380 000 virus chez les animaux en proximité avec l'homme, qui n'ont encore pas passé la barrière entre l'animal et l'homme, mais qui seraient susceptibles, dans un avenir prévisible, de le passer avec des conséquences possiblement beaucoup plus mortelles. Donc là, ils engagent, en plus de l'aspect search capacity, à faire une approche qui soit basée sur une re-rationalisation des liens entre l'humain et l'animal, des liens entre l'humain et l'écosystème dans lequel il vit, du lien entre l'humain et la gestion des ressources de terre. Et donc, pour faire un point avec ce qu'Arthur disait, la clé ici, c'est non pas de construire des hôpitaux qui peuvent accueillir des millions de personnes à la fois, c'est pas nécessairement de réfléchir en termes de, pardonnez-moi l'anglicisme, mais de worst case scenario, et d'avoir en tout temps un système de santé qui est capable de répondre au worst case scenario, mais qui va avoir une capacité inoccupée dans 99,5% des cas. Mais l'important, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut s'assurer que notre système de santé a un niveau de flexibilité. Bien, notre système de santé et nos systèmes en général, pas nécessairement que le système de la santé, mais que nos systèmes aient assez de flexibilité pour être capable de réallouer, de redéployer des ressources d'un endroit vers un autre pour que le système de santé à minuit moins une soit capable soit capable de rencontrer cette capacité de pointe-là et d'avoir les ressources nécessaires pour justement répondre aux besoins auxquels il peut faire face en situation extrême. Alors justement, comment est-ce qu'on crée cette marge de manœuvre qui permettrait aux sociétés aujourd'hui d'absorber ce genre de choses? Le premier conseil qu'on aurait envie de donner, c'est de dire qu'il est important de se créer des marges de manœuvre. Et les marges de manœuvre, on va regarder de quel côté c'est, et on les a. Donc ici, on vous présente à l'écran un graphique qui présente le taux d'endettement agrégé au fédéral et au provincial des différentes provinces du Canada en proportion de leur PIB. Et vous voyez qu'on est dans une situation où, peut-être moins que dans certains pays occidentaux, comme en Europe par exemple, mais de manière quand même assez caractéristique, les provinces canadiennes, le Canada est très endetté et donc ne pourra aller plus loin que de manière limitée. Alors, quelle solution face à ça? On a deux pistes de solutions à vous proposer. La première, ça va être lié à est-ce que tu peux revenir à une diapositive en arrière? Oui, pardon. Oui, on va avoir deux pistes à vous proposer. La première, c'est qu'il faudrait qu'en temps normal, on arrive à réduire le montant de la dette publique et puis que, de manière systématique, les pays se coordonnent pour essayer d'éviter de perdre une très grande partie de leurs ressources vers l'extérieur. Donc là, le graphique que je vous ai montré à l'écran, c'est un graphique qui montre, selon l'un des plus grands spécialistes du sujet, l'évolution de la dette publique française en noir avec la dette publique telle qu'elle serait si la France avait réussi à éviter l'évasion fiscale qui la caractérise de manière un peu systématique. Donc ça, c'est le cas de la France, on a les statistiques sur la France, mais croyez-moi, c'est la même chose dans tous les pays, y compris le Canada, y compris les États-Unis. Donc la dette publique est beaucoup plus élevée aujourd'hui en France qu'elle ne le serait si jamais on arrivait à éviter l'évasion fiscale. Alors, donc premier élément, quel est le niveau idéal de la dette publique? Alors, pour vous, s'endetter a du sens, évidemment. On s'endette parce qu'on pense qu'on peut lisser sur sa vie entière la consommation, et puis parce qu'on investit aujourd'hui pour devenir plus productif dans le futur. Vous pouvez vous endetter pour votre période d'études, par exemple, ça a du sens. Pour un État aussi, on peut s'endetter pour financer les infrastructures, pour financer le système de santé, pour investir dans quelque chose qui va devenir plus rentable ou plus productif. Donc, les pays développés, qui plus est, ne sont pas en risque de faillite actuellement parce qu'ils pourraient rembourser leurs dettes par de l'inflation, ce qui ne serait pas une bonne idée, mais il n'y a pas de risque de faillite. Donc on aurait envie qu'ils s'endettent potentiellement un petit peu pour financer des infrastructures.
Il y a un enjeu de redistribution intergénérationnelle. L'endettement aujourd'hui, ça se fait au profit des populations d'aujourd'hui et au coût, aux dépens des populations de demain. Et il y a enfin un enjeu de légitimité de la politique fiscale qui est lié au fait que lorsqu'on rembourse des intérêts sur la dette, eh bien, les citoyens peuvent avoir l'impression que leurs taxes vont payer quelque chose dont ils ne voient pas le bénéfice aujourd'hui. Ça, c'est en temps normal. C'est points 1 à 4, c'est le fonctionnement normal des économies où on essaye d'arbitrer entre le coût et les bénéfices de l'endettement. Le 5e point, c'est la nouveauté. Le 5e point, c'est l'enjeu de la résilience de nos économies aujourd'hui face à un choc. Si jamais on veut être en mesure de payer ce qu'il faut, de s'endetter de manière à faire face à un choc pandémique comme aujourd'hui, il faut que dans les années non pandémiques, les pays soient prêts à faire le sacrifice politique de se désendetter, autrement dit de taxer les citoyens plus qu'ils ne dépenseront en construction d'infrastructures. Et là, je prends le parallèle un petit peu des vaches grasses et des vaches maigres du songe de Pharaon que vous voyez apparaître sur cet écran. En période de vaches grasses, qui en gros consiste à n'importe quelle année sauf une année de catastrophe, il faudrait être en mesure de réduire le fardeau de la dette, il faudrait être en mesure de faire en sorte qu'on se crée des marges de manœuvre. Deuxième piste, donc, que je vous propose ici, il faudrait faire en sorte que les efforts collectifs ne se fassent pas au profit de quelques personnes qui sont capables de se protéger du fardeau fiscal en évitant les taxes, en mettant leurs ressources ou leurs entreprises ou leurs actifs à l'étranger. Donc là, je vous ai représenté l'idée du tonneau des Danaïdes que l'on remplit d'un côté et qui se vide de l'autre, avec l'idée que si jamais on souhaite que le fardeau de la dette publique reste quelque chose de légitime à payer pour les générations actuelles, eh bien, il faut que ça ne se fasse pas au détriment, que ça ne soit pas uniquement au profit des plus riches et uniquement au profit des grandes entreprises qui sont capables d'éviter l'impôt. Donc, éviter l'évasion fiscale. L'enjeu que je voudrais souligner là-dedans, quand même, c'est que éviter l'évasion fiscale, ça ne peut se faire que si jamais il y a un consensus, une coordination de l'ensemble des pays développés que pour l'instant on ne voit pas, mais qu'on espère pouvoir arriver dans un avenir de notre vivant, en fait, je pense, en fait, ce serait raisonnable. Donc, je commence à aller un peu plus rapidement parce que je me rends compte que je me suis emballée. On approche de la fin de la conférence. Ceci étant, il y a un thème qu'on ne voulait pas passer sous silence et c'est celui de la croissance durable. Pour 2 raisons. La première, c'est que, et c'est probablement l'une des seules bonnes nouvelles que la pandémie nous a apportées, mais c'est qu'elle nous a fait basculer vers un autre extrême du point de vue de l'environnement. Celui-ci, appelons-le, bon extrême, mais je vais nuancer dans quelques instants. C'est-à-dire que si on regarde ce qui s'est passé en 2020 par rapport à 2019, c'est une réduction du point de vue global de 6,4 % des émissions de dioxyde de carbone. C'est une réduction qu'on a vue dans une panoplie de pays, moins dans certains, plus dans d'autres. Mais tout de même, on se rend compte que l'un des seuls heureux extrêmes qu'on aura visité lors de cette pandémie, ça aurait été du point de vue environnemental. Par contre, là où le bas blesse un peu et là où les nouvelles sont moins bonnes, c'est que c'est probablement une conséquence subie davantage que choisie. C'est-à-dire que ce changement-là dans les émissions sont davantage dus à des politiques qui ont été mises en place pour nous aider à réduire la contagion plutôt que par des choix conscients que les individus ont faits pour changer leur mode de vie de façon à avoir une croissance économique qui soit davantage soutenable d'un point de vue environnemental. Donc, vous voyez ici, là, si on regarde un peu les mouvements des émissions au fil de la pandémie, on se rend compte que là où il y a eu des grosses baisses, c'est lorsqu'il y a eu, par exemple, un confinement général en Inde, des confinements en Californie, etc. Et qu'au fur et à mesure que les économies se sont permettez-moi l'expression probablement pas très exacte, mais réouverte, on se rend compte que les niveaux d'émissions se sont mis à remonter, ce qui suggère que dans un monde où
on ne sera plus sujet à des confinements ou à des fermetures d'entreprises ou à des limitations à la mobilité des individus et des biens parce que le risque de contagion va avoir été éliminé. Il est fort probable que les gains qu'on va avoir enregistrés vont partiellement ou même totalement disparaître. Et en fait, ce dont on se rend compte lorsqu'on regarde un peu historiquement ce qui se passe après des crises, c'est que tout ce qui descend, du point de vue des émissions, finit malheureusement par remonter. Et parfois par remonter à un rythme encore plus élevé parce qu'évidemment, après avoir vécu une crise économique, on déploie des efforts pour avoir une relance, pour relancer l'économie de façon rapide. Et souvent, ça implique une activité économique qui n'est pas nécessairement la plus verte parce que les projets les plus rapides à mettre en œuvre ne sont souvent pas les plus verts. Par contre, en réfléchissant à un monde post-COVID, post-pandémie, ce qui est intéressant, c'est que la pandémie elle-même va nous avoir ouvert deux fenêtres d'opportunités. La première, c'est qu'elle va nous avoir forcé comme société à réfléchir au concept d'externalité, et à démystifier ce concept-là. Donc, le concept d'externalité, ceux d'entre vous qui avaient suivi des cours d'économie seraient familiers avec le terme, mais c'est l'idée qu'une activité privée peut avoir un coût qu'on va appeler social, c'est-à-dire qu'il y a une partie du coût de mes actions qui ne m'incombe pas à moi, mais qui va incomber à celui des gens autour de moi. La contagion pandémique est un excellent exemple, c'est-à-dire qu'il y a un coût privé que j'ai à sortir de chez moi. Bon, ça me prend de l'effort, s'il fait froid, c'est pas très agréable, machin. Mais si j'ai la COVID, il y a un coût supplémentaire pour la société qui est celui que je peux transmettre la COVID. La transmission, c'est pas un coût que moi, je vais payer de façon personnelle et donc il est possible que je ne le prenne pas en compte dans mon action, mais la société en général et les personnes que je vais contaminer en particulier vont la subir. Et ce concept-là d'externalité est au cœur de la question environnementale ou de la question de l'action humaine pour protéger l'environnement, c'est-à-dire que la plupart des actions qu'on prend de façon individuelle vont avoir une externalité négative en termes de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre, d'impact négatif sur la biodiversité, etc., etc. Et d'avoir eu cette pandémie-là, je le vois comme un avantage du point de vue de la démystification du concept d'externalité et avec un peu de chance, les gens, en comprenant mieux ce que ça veut dire une externalité, vont peut-être modifier leur comportement en conséquence dans le futur de façon à favoriser une reprise qui va être durable. Ce ne sera pas suffisant. Hein? Le fait d'avoir démystifié le concept d'externalité ne sera pas suffisant. Par contre, c'est une belle fenêtre d'opportunité qui pourrait se marier à d'autres actions que les gouvernements pourraient prendre, notamment à s'allier à certains outils de calcul de la croissance ou de compréhension de la croissance qui permettent mieux de comprendre ou de tenir compte de cette notion d'externalité. Il y a plusieurs alternatives, notamment au concept de produit intérieur brut, le PIB, qui est souvent l'outil qu'on utilise pour mesurer la croissance, qui ont été suggérés en économique, mais aussi dans d'autres disciplines par des gens qui sont dans la sphère publique comme dans la sphère académique, et de réfléchir à l'adoption de ces outils-là en complément notamment à l'outil qu'est le PIB. Ça pourrait être utile pour réfléchir à une croissance durable post-COVID. La deuxième fenêtre d'opportunité, et là je vais très rapidement, c'est l'idée que compte tenu qu'il va falloir planifier cette reprise-là, cette reprise économique-là, c'est une belle opportunité de réfléchir à une relance verte et de cibler des investissements stratégiques qui soit n'auront pas d'externalités négatives en termes d'environnement ou qui vont contrer les externalités de d'autres sphères d'activité qui sont encore bien en vie et qui le demeureront après la COVID. Est-ce qu'on peut trouver des options qui favorisent le télétravail? Si c'est plus, il faut réfléchir également à des enjeux d'étalement urbain, des inégalités qui peuvent venir avec le télétravail. C'est pas que rose le télétravail. Et est-ce qu'on peut penser à une relance qui nous permet de réduire la probabilité et l'ampleur de futurs événements extrêmes en limitant l'impact de l'activité humaine sur le réchauffement climatique, par exemple, etc. Donc, d'avoir pris compte de la dévastation qui peut venir d'événements extrêmes. Idéalement, ça va nous aider à planifier une reprise. Je voulais qu'on prenne quelques minutes pour parler de l'achat local versus l'achat global. Malheureusement, je me rends compte qu'on a dépassé notre temps, donc on va devoir passer rapidement. La seule chose que je voudrais dire là-dessus, en fait, c'est qu'il y a un gros appétit qui a été développé autour des notions d'indépendance alimentaire, d'indépendance en termes d'approvisionnement médical, etc. lors de la pandémie. L'un des points que j'aimerais peut-être soumettre pour votre réflexion,
C'est l'idée que l'approvisionnement, la production et l'achat, ce sont trois notions très différentes. La gestion des stocks versus la production locale, ce sont aussi des enjeux différents qu'il faut probablement garder en tête en pensant à un monde post-COVID, post-moyenne et dans lequel d'autres événements extrêmes pourront survenir. On aura probablement l'opportunité d'en parler avec les étudiants du cours plus tard. Mais là-dessus, peut-être 1 ou 2 minutes pour se dire, bon, post-COVID, post-moyenne, qu'est-ce qu'on retient? Alors, j'ai le privilège de conclure parce que Marie-Pierre a fait l'introduction. Deux leçons sur lesquelles on aimerait vous laisser, qui nous semblent être des leçons de la Covid. La première, c'est quelque chose qui vient de Econ 101, donc quelque chose que la plupart d'entre vous ont peut-être déjà vu si vous avez pris ne serait-ce qu'un cours d'économie, qui est que la fourniture de certains biens et services pose un problème de coordination entre les agents que les marchés ne permettent pas de résoudre, et qui donc appelle un effort de coordination de la part de la puissance publique. Et à mon avis, de notre point de vue, effectivement, il est important que les États se recentrent sur ce type de biens et de services qui ne sont pas fournis de façon adéquate par les marchés, parce qu'ils jouent un rôle crucial dans la reconstruction de la résilience des sociétés. Le premier élément, c'est la fourniture de biens publics, donc des biens qu'il est extrêmement difficile de financer parce que chacun en bénéficiera sans pouvoir en être exclu et que le coût est parfois important. On pense aux infrastructures de réseau, en particulier d'approvisionnement en électricité, en eau ou tout simplement d'assainissement des eaux usées derrière. De même, on pourra mettre dans la même catégorie la recherche fondamentale, qu'il est difficile de financer, mais dont on voit qu'elle est extrêmement importante, puisque cette recherche est celle qui a permis, au cours des 20 dernières années, de développer en aussi peu de temps des vaccins qui, on croise les doigts, vont nous permettre de réouvrir les sociétés de manière plus rapide. Le deuxième point, et donc là je reviens au concept d'externalité, ce sont donc les externalités positives que les États ont vocation à encourager. Donc l'éducation, votre éducation nous avantage et notre éducation vous avantage. Donc on voit qu'il y a un intérêt mutuel à vivre dans une société où les gens sont plus éduqués plutôt que moins. Mais de manière beaucoup plus caractéristique, la santé publique est quelque chose qui a des répercussions positives les uns sur les autres. Si vous êtes vacciné, je suis, moi, beaucoup plus protégé contre l'arrivée d'une pandémie et contre l'existence de nouveaux virus. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important et qui peut être encouragé par les gouvernements. À l'opposé, les gouvernements ont vocation à réguler les externalités négatives que les marchés ont tendance à surproduire. En particulier, on parle de la pollution, la destruction des écosystèmes, la requalification des sols, etc. La prise en compte des risques systémiques. Donc ça, c'était peut-être plus une leçon de la crise de 2008-2009, mais qui reste aujourd'hui extrêmement valable. Et un élément supplémentaire qui n'est généralement pas mentionné par Econ 101, mais qui, à mon avis, est une vraie leçon de la pandémie, c'est que dans ces fonctions essentielles de l'État, il y a celle de prendre en compte le risque d'un événement extrême qui serait posé par l'ensemble des mécanismes qu'on vous a un petit peu présenté aujourd'hui, donc les externalités, les effets de cascade dans la biodiversité, la contagion en particulier des virus ou financières, le risque systémique qu'un gros acteur au milieu du réseau pose sur l'ensemble du réseau, la spéculation, donc plutôt financière, la standardisation, donc là l'image de ne pas mettre tous les œufs dans un même panier est une bonne façon aussi de voir quel pourrait être l'impact d'avoir quelque chose de trop standardisé, par exemple les OGM face à ça. Deuxième leçon, donc Econ 101, de nouveau, il faut réguler les entreprises en situation de monopole parce que la concurrence imparfaite est un facteur de sous-provision de biens et services essentiels et un prix trop élevé de ces entreprises-là. Par ces entreprises-là. Alors, ce que ne mentionne pas Econ 101, qui va un petit peu au-delà de ça, mais qui reste extrêmement intéressant, c'est que les entreprises en question, en situation d'oligopole, ont tendance à manipuler l'environnement politique en utilisant une partie de leur rente pour aller faire du lobbying auprès des autorités politiques. Elles entravent l'innovation qui est susceptible de les déplacer, de faire en sorte qu'elles deviennent obsolètes au profit d'un innovateur. Parce qu'elles sont grosses, elles bénéficient d'une garantie publique implicite. Donc ça, on a vu ça avec le soutien public aux très grandes entreprises pendant la crise de 2008-2009. Et donc, elles ont tendance à prendre un risque qui va être excessif. Donc ça, c'est l'aléa moral qui vient avec la notion de too big to fail, trop gros
pour faire faillite. Et enfin, et ça c'est un vrai souci qu'on a tendance à oublier, ces grandes entreprises ont tendance à jouer un rôle central dans les réseaux, petite illustration à droite de la diapositive, qui fait que si jamais elles font faillite, eh bien on voit que l'ensemble de tout le tissu productif fait faillite. Face à ça, quelle proposition ? On suggérerait de réfléchir à des trucs généraux comme favoriser l'innovation grassroots, donc plutôt au niveau de l'entrepreneur, de l'individu, de la petite entreprise plutôt que de la très grosse entreprise. Protéger à tout prix les décideurs publics des intérêts privés, ça prend un certain nombre de politiques, en particulier de limiter les échanges entre les deux, faire en sorte que les gens n'appartiennent pas au même club, etc. Encourager la prise de risque entrepreneuriale, donc ça, c'est très agréable de vivre au Québec pour cette raison-là. Réguler toutes les grandes entreprises qui posent toutes un risque systémique et qui posent toutes un problème de capture politique. Donc, il faut réguler les grandes entreprises à partir d'un certain niveau. On veut protéger les petits innovateurs et se méfier a priori d'une grosse entreprise. Penser à la structure économique comme un réseau, ce qu'on a tendance à souvent oublier, y compris dans les Econ 101. Et enfin, je vais vous laisser sur un conseil de lecture récemment traduit en français, James C. Scott, qui est un anthropologue dont l'un des livres les plus connus, Seeing Like a State, vient d'être traduit en français, L'œil de l'État, la découverte 2021, qui est un excellent livre pour réfléchir à la standardisation voulue par l'État et aux dangers que cela pose. Marie-Pierre, le mot de la fin? Alors voilà, merci. Merci beaucoup Marie-Pierre, merci beaucoup Arthur. Alors il est 14h40, je suis certaine que les étudiants vont vouloir discuter avec vous dans une vingtaine de minutes. Monsieur Bouchard, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Votre micro, Monsieur Bouchard. J'imagine que comme tout le monde, j'aurais énormément de choses à ajouter. Vous avez ouvert toutes sortes de perspectives inattendues. Vous posez, c'est le cas de le dire, une problématique qui ouvre sur un autre univers théorique, conceptuel, où il faut revoir pas mal de choses. Vous avez parlé des concepts de planification, de prévision, d'externalité, d'optimisation des systèmes. Tout ça, ça donne une approche, une démarche qui est complètement différente, qui doit être extraordinairement stimulante pour vous, un peu source de confusion pour des gens comme nous, mais nous vous faisons confiance. Enfin, c'était magnifique. Ça nous prend au dépourvu. Ça nous laisse dans un état de déséquilibre et d'angoisse totale. C'est formidable. Merci beaucoup. Alors, merci à tous les participants. Merci. Et on se voit dans quelques minutes, Marie-Pierre et Arthur, dans la séance de cours. OK? Merci. À tout à l'heure. Bye bye. Et nous revenons dans 20 minutes.